Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous parlerons de submersion marine, mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière de pandémie, le Premier ministre, jeudi soir, a fait un certain nombre d'annonces. Les voici résumées. Le Conseil d'État a donné un mode d'emploi clair pour ce qui est du port des masques à l'extérieur et donc les marges de manœuvre qu'ont les préfets en la matière. Sauf que sur cette base, voici toute une série de décisions qui ne vont pas tout à fait toutes dans le même sens. Certes, le juge apprécie et ajuste au cas par cas, mais on a quand même objectivement des différences d'appréciation entre TA. Le Conseil constitutionnel, lui, a rendu la décision que voici sur la fameuse loi sur le pass vaccinal, qui a conduit à une loi que voici avec le résumé que voilà. Crise sanitaire toujours, mais cette fois-ci en matière de fonction publique. Est-ce que l'employeur public peut imposer moins que 3 jours de télétravail dans la période qui vient de s'achever et où il y avait des recommandations en la matière? Réponse oui, nous dit le TA de Lille. Commission de réforme et imputabilité au service, l'absence d'un médecin spécialiste n'est pas forcément illégale. Et puis, une décision intéressante sur le contrôle du juge lorsqu'il y a une mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour inaptitude définitive. Autre décision sur l'obligation de reclassement d'un agent contractuel qui s'impose avant tout licenciement, y compris à l'issue d'un congé pour convenance personnelle. Les litiges de la fonction publique, mais aussi les litiges sociaux, donnent lieu à une expérimentation de médiation préalable obligatoire. On en a parlé il y a quelques semaines dans notre grand dossier. Eh bien, un projet de décret vise à étendre ce dispositif et à le généraliser sur tout le territoire national. Les magistrats de TACA, eux, quant à eux, ont confirmation de ce qu'ils vont bien pouvoir accéder, pour quelques très peu nombreux d'entre eux, au grade de maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État. Et puis, le Conseil d'État, justement, nous dit qu'une ordonnance de référé-liberté n'est pas exécutée. Ah, bah alors, il faut vite saisir le juge d'une demande d'exécution, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas se prévaloir ensuite de cette inexécution. Et contentieux toujours, la loi sur le respect des principes de la République avait prévu un déféré laïcité. Eh bien, ça y est, la circulaire sur ce point est sortie, dont voici les références. Contrat maintenant. Essentiellement via des groupements de commandes, des centrales d'achat, il y a beaucoup eu de recours au cabinet de conseil, notamment pour l'État, mais pas uniquement. Et comme vous le savez, ça donne lieu à un certain nombre de polémiques récentes. Eh bien, une circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022 encadre tout ceci de manière assez ferme d'ailleurs, en même temps que l'Assemblée nationale remet un rapport d'information et que la commission d'enquête au Sénat poursuit ses travaux. Contrat toujours, on le sait depuis longtemps que les grilles tarifaires professionnelles, architectes, ingénieurs, sont anticoncurrentielles, c'était jugé en droit français. Le juge européen confirme que c'est anticoncurrentiel dans le principe, mais laisse plus de marge de manœuvre au juge national et au droit national sur ce point qu'on ne pouvait le supposer. Responsabilité maintenant, comme tous les ans, l'Observatoire SMAC sur le risque pénal a sorti son rapport annuel avec des chiffres et des jurisprudences et des études tout à fait passionnantes. Et puis, de son côté, la Commission européenne veut libérer 25 000 km de rivières de tout obstacle, ce qui va évidemment, y compris en France, relancer le débat très tendu sur cette question de continuité écologique des cours d'eau, même si 25 000 km de rivières à l'ensemble de l'échelle territoriale de l'Union européenne, c'est pas énorme en fait. En amont des cours d'eau, pour ce qui est du ruissellement, on est dans ces cas-là dans un domaine où il y a beaucoup de difficultés techniques, pratiques, juridiques. Le CEPRI vient de sortir un guide à ce propos. Voici les références. 10% du territoire national va être couvert par ce qui sera un régime de protection forte des aires protégées. Oui, mais comment, quelle définition, quelle modalité? Un projet de décret est en cours de consultation jusqu'au 5 février à ce sujet. Et puis, une réforme qui, elle, est passée en œuvre qui s'appelle Track Déchets, mais pour lequel des mesures de souplesse ont été prévues pour ce premier semestre 2022. C'est l'État qui nous le dit. En matière de voirie, quand j'ai un ensemble immobilier, qui paye quoi? Eh bien, nouvelle pierre est apportée à l'édifice juridique complexe qu'est la réponse à cette question par une décision du 30 décembre 2021, société Ranchère. Et puis les mini-brefs, que voici. Et que voilà.
Abordons maintenant notre grand dossier, submersion marine, gérer la montée des périls. Le réchauffement climatique n'est plus discutable, pas plus que la remontée des eaux marines, ni que la multiplication des événements météorologiques difficiles. Sauf que les compétences en la matière sont singulièrement fragmentées. Dès qu'on parle de trait de côte, vous allez avoir comme interlocuteur des compétences GEMAPI, des personnes en charge des compétences aménagement, urbanisme, des compétences régionales. Le projet de loi 3DS d'ailleurs va faire évoluer, s'il aboutit, cet aspect des choses. Stratégie nationale et régionale de gestion intégrée du trait de côte, documents stratégiques de façade, compétences portuaires, compétences touristiques, pouvoir de police, à commencer par les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde, les interventions des services de secours, les nombreuses compétences de l'État sur les plans de prévention des risques concernant les aléas, débordements de cours d'eau, submersion marine, des procédures spécifiques d'expropriation pour risques naturels, risques majeurs, etc. Sur tout ceci, échangeons avec Marc Messager et Yann Landau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Commençons par vous, Marc. Peut-on cartographier les futures remontées des eaux et avec quelle marge d'incertitude? Alors, il faut distinguer la modélisation des niveaux d'eau à la côte et aussi la submersion associée qui se fait par la base de calcul empirique. Techniquement, nous, à l'UNIMA, on le fait très bien. On a développé un modèle qui s'appelle le modèle Survey par les pouvoirs publics et pour les pouvoirs publics pour définir finalement les différentes tempêtes. Donc, on le fait avec des marges d'incertitude, bien sûr, qui sont associées d'une part aux calculs empiriques qui sont utilisés et aussi à la précision du modèle. On est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Sauf qu'on est dans un domaine où les compétences juridiques sont fragmentées, n'est-ce pas, Yann? Alors, les compétences sont très fragmentées. D'abord, elles sont fragmentées déjà au niveau du grand cycle de l'eau, puisqu'on a la GEMAPI d'un côté, avec la PI qui porte sur certains aspects de la lutte contre la submersion marine, mais on est confronté aussi d'abord à l'existence d'un autre item, le fameux item 4, qui porte sur l'érosion. Or, la question du trait de côte, elle est à cheval. D'ailleurs, il y a eu des passes d'armes au niveau de la doctrine des positions de l'État pour savoir si c'était telle ou telle action était dedans. Et aujourd'hui, eh bien, on a une forme de porosité qui s'écrit entre les deux, mais il est vrai que dans certains secteurs, il faudra réellement se poser la question si oui ou non, au titre de la GEMAPI, je peux intervenir sur telle ou telle action de trait de côte quand il n'y a pas d'enjeu humain immédiat. Et puis après, les articulations sont liées à la réalité de terrain, qui est très différente de la réalité juridique. Parfois, j'ai des ouvrages, en fait, ils ont été faits pour laisser passer une voirie départementale. Donc en réalité, il y a toute l'interaction que je dois avoir avec le gestionnaire d'ouvrage en la matière. De même, je vais être confronté à l'existence, parfois même, on l'a vu sur certains territoires, de réseaux. Et finalement, les ouvrages qui ont été faits au niveau côtier sont des ouvrages de protection du réseau. Donc finalement, il faut mettre autour de la table tous ces acteurs-là, du coup, pour savoir qui va prendre le lead. Et éventuellement, on va passer peut-être des conventions pour voir qui est le maître d'ouvrage désigné qui va arriver à intervenir à titre principal et comment les autres participent parce que finalement, les opérations vont être faites aussi dans leur intérêt à eux. Et bien entendu, il faut aussi prendre en compte d'autres interlocuteurs. Il y a des enjeux des aspects côtiers avec les acteurs touristiques, les acteurs économiques, ce qui fait que parfois on travaille aussi avec les chambres consulaires. Mais également, évidemment, il y a une interaction forte avec l'urbanisme. Et celui-ci est parfois géré à la même échelle s'il y a eu le transfert de la compétence document d'urbanisme et que c'est la communauté qui gère la GEMAPI, mais pas toujours. Comme vous le savez, les documents peuvent être restés communaux. Et évidemment, il faut travailler dans tous les cas avec les communes, parce que c'est elles qui seront en première ligne au titre du PCS, et évidemment un acteur majeur, l'État. On peut citer aussi, évidemment, comme autre acteur, les ports, où il y a souvent des articulations complexes qui se font au niveau des ouvrages, puisque les ouvrages servent à la fois parfois une stratégie de système d'endiguement, mais aussi la stratégie portuaire. Sauf que, comment gérer cette prise de conscience, la nécessité de faire un large tour de table entre tous ces acteurs, sans faire paniquer tout le monde, Marc? Alors, moi, j'y vois 3 points. Il faut déjà être très pédagogue, donc dans l'animation des élus, leur expliquer, prendre le temps qu'aujourd'hui, on anticipe un phénomène qui aura lieu dans 50 ans, 100 ans, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, avec des phénomènes physiques qui pourraient évoluer aussi, et donc avoir une situation en état futur qui soit peut-être un peu différente de celle qu'on prévoit. Donc,
laisser la place à l'incertitude, néanmoins partager quand même le constat. Ce qu'on voit en tout cas, nous, c'est qu'il faut clairement être factuel, rester sur des bases scientifiques, donc le rapport du GIEC. Le dernier item, finalement, pour arriver à cette prise de conscience, c'est le temps. Le temps, en fait, qui sert, qui avance par le biais des réunions. On arrive malgré tout à faire changer, même les plus récalcitrants, changer de point de vue. Hein. Donc, ce que je dirais là, c'est que la nécessité, en tout cas, c'est d'arriver à un compromis, en tout cas à un état des lieux commun pour ensuite aller vers des décisions de prise en compte ou non de systèmes d'endiguement, de décisions de protéger ou non de certaines zones d'enjeu. Quel équilibre trouver entre endiguement ou carrément acceptation du recul du trait de côte avec toutes les réorganisations humaines, urbaines, économiques et touristiques qui vont avec? Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas généraliser sur l'ensemble du territoire français enfin, métropolitain ou outre-mer. Nous, l'exemple qu'on a qui est très concret sur la mise en place de systèmes d'endiguement, c'est notamment le plan digue qui est porté par le conseil départemental de la Charente-Maritime, qui a été mis en place suite à Xynthia et à la mise en place des nombreux PAPI sur le territoire, qui permet en fait de travailler sur des actions de travaux de protection d'enjeux dans des zones à risque avec des nombres d'enjeux importants. Mais il faut malgré tout comparer cette solution de, entre guillemets, du tout protection à une solution où on a des EPCI qui n'ont pas forcément les mêmes moyens puisque ce n'est pas forcément des EPCI avec des forts enjeux touristiques, entre autres. Et donc, derrière, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers. Et donc, la nécessité de protéger, elle se pose en fait comme question. Derrière, la question va être de se dire, est-ce qu'on va plutôt sur du recul stratégique? Oui, mais comment? Alors aujourd'hui, c'est forcément des thématiques qu'on touche du doigt, hein, mais on a vu quelques exemples en France. Ce n'est pas encore généralisé. Néanmoins… Et face aux enjeux qui sont énormes et face aux blocages qu'ils sont aussi, je crois que vous vouliez insister sur l'importance des phasages. C'est que les GEMAPiens peuvent avoir envie de protéger peut-être un peu trop d'enjeux par rapport à leurs moyens financiers et à terme, les problématiques d'anticipation, en tout cas sur la taxe GEMAPI et donc de l'entretien des ouvrages peut se poser. Donc ça nécessitera derrière des ajustements techniques ou financiers et peut-être l'abandon de certaines zones protégées. Et quels sont les outils justement pour cette adaptation, puisqu'on a une fragmentation des compétences? Malheureusement, c'est là où on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui un outil de planification parfait qui viendrait être opposable directement au document d'urbanisme. À moins d'être dans ce secteur où il y a des fortes vulnérabilités, où on peut avoir l'outil PAPI, qui est vraiment un excellent outil, mais on l'a vu avec Marc sur un territoire récemment, l'État nous a clairement dit non, mais c'est pas un territoire prioritaire. Donc, PAPI, on ne vous suivra pas sur une stratégie PAPI. Première chose, je pense qu'il est important, dans cette démarche de concertation qu'a évoqué Marc, de la matérialiser. Alors, certains vont adopter des règlements d'intervention ou même faire des formes de cartographie locale d'intervention, où à partir de la matérialisation du risque, on identifie les secteurs, un peu dans la même démarche que pour le système d'endiguement, on identifie finalement, là on va faire des systèmes d'endiguement, les niveaux de protection qu'on va garantir et ainsi de suite. Eh bien, on va, à partir de là, faire la même chose de manière plus globale, en identifiant sur le secteur les secteurs qui sont vulnérables, les maisons qui sont peut-être les pieds sous l'eau à tel niveau de montée des eaux, et en fonction de ça, arrêter une stratégie qui peut être, dans certains cas, il y aura une cohérence, un système d'endiguement, et on revient là sur le droit commun qui est, je dirais, balisé en la matière, mais on peut aussi s'orienter sur une stratégie de se dire, on va gérer le retrait du trait de côte sur ce secteur-là, et là, la stratégie va être la suivante. C'est, est-ce que je suis sur une stratégie où je vais utiliser peu à peu un droit de préemption? Est-ce que je suis sur une stratégie où je vais peu à peu être même sur de l'expropriation s'il le faut, et ainsi de suite. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait aussi des grandes évolutions. Il y a notamment sur l'érosion déjà eu
un premier outil qui a été introduit par la loi de transition, climat résilience de l'été dernier. Et on sait bien qu'on va avoir les textes là qui vont arriver d'application qui vont venir compléter le dispositif. Et très probablement qu'on va s'orienter sur cette situation-là, c'est-à-dire que sur les secteurs qu'on aura identifiés, eh bien, oui, on va gérer ce retrait de trait de côte dans certains cas et travailler du coup, eh bien, sur ces outils d'expropriation ou de droit de préemption. Évidemment, derrière, il faut aussi travailler avec les partenaires et tous les conventionnements qu'on peut envisager pour pouvoir, on l'a évoqué tout à l'heure sur les réseaux par exemple, eh bien, travailler ensemble sur un même projet. J'estime que l'enjeu il est à hauteur de temps sur des enjeux de lutte contre la submersion marine, mais il y a un enjeu touristique aussi, il y a un enjeu lié à un service public industriel et commercial, l'eau potable par exemple, et du coup, eh bien, chacun finance à hauteur de ses enjeux une opération. Et là, du coup, ça permet aussi de voir de nouvelles perspectives, parce qu'une opération devient peut-être un peu plus viable quand on est plus nombreux autour de la table à la cofinancer. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.